Bonsoir à tous, je suis Hasmi Karakelian. Vous suivez l'édition francophone de ReNews diffusée par Reopen Media. La situation politique intérieure en Arménie est en pleine ébullition. Dès les premières heures de la matinée, les services de sécurité nationale ont perquisitionné les domiciles de plus de 90 citoyens connus pour leurs opinions opposées au gouvernement. Plus d'une dizaine d'entre eux ont été arrêtés, parmi lesquels l'archevêque Bagrat Galstanian, figure de proue du mouvement de la lutte sacrée. Sa résidence a été placée sous scellé et il a été interpellé en compagnie de plusieurs de ses partisans. À ce sujet, le comité d'enquête de la République d'Arménie a publié un communiqué selon lequel, je cite, « Les membres et les dirigeants du mouvement Lutte sacrée avaient planifié de mener en Arménie des actions terroristes et de s'emparer du pouvoir. » Il est également précisé que des investigations urgentes ainsi que d'autres actes de procédure sont actuellement en cours dans le cadre d'une procédure pénale. Les détails retrouvés dans notre reportage. Selon l'enregistrement publié par le comité d'enquête, cet objet et d'autres objets métalliques similaires auraient dû servir d'outils pour un coup d'État armé. Ces objets métalliques spécifiques sont destinés à crever les pneus des véhicules pour paralyser la circulation, mais le comité d'enquête a également publié d'autres détails. Le comité d'enquête annonce avoir déjoué un coup d'État armé. Selon eux, le mouvement nommé Lutte sacrée aurait acquis des moyens et des outils pour commettre un acte de terrorisme et s'emparer du pouvoir. Pour atteindre leurs objectifs criminels, les chefs du groupe criminel ont eu recours à des subterfuges et des technologies de nature psychologique et de propagande, confiant l'exécution des principales actions illégales à des aventuriers. Ce matin, le comité d'enquête a publié les initiales de plus d'une dizaine de personnes qui, selon l'organe d'enquête, auraient réfléchi, discuté et élaboré un plan de changement de pouvoir. Ces réflexions et discussions sont présentées par le comité d'enquête dans un enregistrement de plus de 20 minutes au total. Dans celui-ci, la voix principale semble être celle de l'archevêque Bagrat. Et quand le Saint-Père a dit qu'ils sortent dans la rue, donc, l'affaire est close. C'est terminé, le travail est terminé. Soit nous mourrons, soit nous les tuerons. Tant qu'il n'y a pas eu de démenti de la part de la lutte sacrée, des hypothèses circulent selon lesquelles ces enregistrements pourraient également avoir été générés par intelligence artificielle. Aujourd'hui, plusieurs participants de la lutte sacrée, dont Bagrat Galstanian, ont été interpellés. D'ailleurs, il y a quelques jours, certains membres du mouvement et de la Fédération révolutionnaire arménienne, FRA Dashnak Soutyun, avaient été arrêtés puis majoritairement relâchés. Oh mal, écoute bien, quoi que tu manigances, quoi que tu veuilles faire, il te reste très peu de temps, tu devras en répondre. Dans le cadre de la procédure pénale engagée, les domiciles de l'archevêque Bagrat Galstanian et d'autres sympathisants de la lutte sacrée sont perquisitionnés depuis ce matin, rapportent les membres du mouvement. Des perquisitions ont également lieu chez des membres de la Dashnak Soutyun. L'appartement d'Iris Sarsian, combattant de la liberté et membre de la FRA, où depuis ce matin des agents du SSN, certains masqués, mènent une perquisition, ils n'autorisent personne à entrer. Selon le comité d'enquête, près de 200 groupes de frappe de 25 personnes devaient être formés parallèlement à la lutte pacifique, lesquels devaient tendre une embuscade devant le siège du gouvernement et accomplir à tout prix la mission qui leur était assignée. Il est également précisé que chaque groupe ne devait pas connaître la mission des autres. Le comité d'enquête rapporte que les comploteurs ont acquis des cartes et repéré les endroits pour couper les feux de circulation à Erevan afin de paralyser le trafic. Selon l'institution, des milliers d'engins pyrotechniques destinés à provoquer des explosions et à effectuer des tirs ont été acquis. Violant la présomption d'innocence, Pachinian s'est empressé de déclarer « Les forces de l'ordre ont déjoué le plan d'envergure et abject criminaux-oligarcho-clérical visant à déstabiliser la République d'Arménie et à s'emparer du pouvoir par la force », a-t-il écrit sur Facebook. D'ailleurs, la veille, citant ses sources, le site d'information civique.m a publié un prétendu plan de coup d'État présentant étape par étape les délais et les moyens par lesquels l'opposition se préparerait à faire un coup d'État. Selon ce plan, le candidat au poste de Premier ministre est Bagrat Galstanian. Le plan détaille la séquence des actions et la liste des ressources. C'est ce plan de quelques pages sans source aucune que le Premier ministre a partagé sur sa page. Ce processus restera dans l'histoire comme le coup d'État manqué des crapules, a-t-il écrit, tandis que Vahagan Alexanian du parti Contract Civil explique en détail le programme du plan, précisant à quoi sert chaque point. Par ses propos, Alexanian non seulement croit que le plan est réel, mais il le considère déjà comme un échec. Je crois que celui qui a dessiné ce plan de révolution et celui qui a dessiné le nouveau plan de circulation pour le carrefour de la mairie, c'est la même personne.
C'est ainsi qu'a réagi Levon Kotcharian, l'un des opposants, dont le nom de son père, le deuxième président Robert Kotcharian, figure dans la section « Ressources humaines ». Sur ces images du comité d'enquête, on peut voir une autre feuille dont le contenu correspond au document d'hier, qui a été trouvé lors de la perquisition. Une partie du document qui était masqué dans la publication de Silic.m était visible dans celui du comité d'enquête, révélant une date. Le plan était prévu pour l'été 2024, mais il aurait dû être mis en œuvre l'été précédent. Lors des perquisitions, le comité d'enquête a trouvé des barres d'armature, des armes, les photos montrent des fusils de chasse, de précision et d'autres types. Près de 190 perquisitions ont été menées, rapporte le comité d'enquête, ajoutant que des poursuites criminelles publiques ont été engagées contre 16 personnes et 14 d'entre elles ont été arrêtées. Au cours de la journée, il a été annoncé qu'une motion visant à placer en détention l'archevêque Bagrat Galestanian serait présentée devant le tribunal. Ce dernier a refusé de témoigner et ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Dans l'après-midi, le service de sécurité nationale arménienne a perquisitionné le domicile de l'ancien gouverneur du Syunik et ancien député Vahe Hakopian ainsi que celui de son épouse Elisabeth Petrosyan. Directrice de la chaîne d'actualité ParaTV sur YouTube. Ses téléphones ont été saisis et Elisabeth Petrosyan a été arrêtée. Parmi les personnes interpellées figure également le colonel à la retraite Miriam Marsoudian, partisan du mouvement de la lutte sacrée. Son fils a déclaré aux médias que les forces de l'ordre avaient perquisitionné leur domicile à Ijevan et Voskepar. Les forces de l'ordre ont arrêté aussi l'homme d'affaires Tigran Galestyan ainsi qu'Ara Rostomian, père d'un soldat tué pendant la guerre des 44 jours, et d'autres personnes. Les perquisitions menées par le comité d'enquête au domicile de l'archevêque Bagrat Galestanian, chef du mouvement Lutte Sacrée, et chez d'autres personnes liées au mouvement, ainsi que les arrestations qui ont suivi, continuent d'être au centre de l'attention, notamment de la communauté des juristes. Ces derniers interprètent les événements de diverses manières, les plaçant parfois dans un contexte non seulement juridique, mais aussi politique. Le juriste Sergueï Aroutunian a qualifié les événements non pas d'incidents juridiques ou même politiques, mais de nouveaux spectacles. Je ne qualifierais pas cela d'événement politique, mais plutôt d'un nouveau spectacle, comme nous en avons été témoins à de nombreuses reprises depuis 2020, lorsque le pouvoir tente de faire avancer ses affaires en exerçant de telles pressions sur l'opposition. C'en est un de plus, mais à plus grande échelle et avec une imagination encore plus débridée, prétendant que le mouvement de la lutte sacrée préparait je ne sais quelles actions, ce qui, à mon avis, ne correspond absolument pas à la réalité. Ils ont perquisitionné la résidence de l'archevêque, et il est clair que, comment on pouvait s'y attendre, ils n'ont rien trouvé. Je pense que ce spectacle passera lui aussi, mais quant aux objectifs, s'agit-il seulement d'isoler ou est-ce en prévision de futurs défis extérieurs, je ne saurais le dire. Selon le constitutionnaliste Artaches Kalatian, les actions des forces de l'ordre s'inscrivent dans le cadre d'un processus juridique normal et aucune violation de la loi n'a été constatée. Les actions visaient à neutraliser les menaces de nature pénale qui pesaient sur l'ordre public. Et je pense qu'à l'heure actuelle, un processus judiciaire normal est en cours. Je le répète, les défenseurs des accusés disposent des droits prévus par la législation sur la procédure pénale et de la possibilité d'exercer ces droits. Autrement dit, un processus de procédure pénale normale se déroule. Et je ne vois ici aucune violation de la loi. D'après l'avocat Sergueï Aroutunian, membre d'un groupe de 5 défenseurs des droits de l'homme, la situation actuelle était prévisible. Une opération combinée menée selon un scénario bien défini. Fuite dans les médias, intervention des forces de l'ordre, puis propagande. Il a estimé que le système judiciaire est devenu un instrument de répression politique. Il était évident que la publication de ce plan digne de Jules Verne, allait conduire à une telle évolution. C'est une opération combinée, nous avons déjà vu cela à plusieurs reprises, n'est-ce pas? On voit comment ça se passe. D'abord une fuite dans les médias, puis des actions de la police, des forces de l'ordre, et enfin la machine de propagande qui s'y greffe, comme dans tous les cas ces dernières années. Les opposants et certains juristes affirment que des éléments de preuve auraient été générés par intelligence artificielle, mais le constitutionnaliste Artaches Kalatian rappelle qu'il existe des procédures judiciaires et le recours à l'expertise. Quant aux affirmations des avocats des accusés selon lesquels nous avons affaire à des éléments d'IA, c'est une question qui doit être examinée dans le cadre de la procédure judiciaire. Ils peuvent demander la désignation d'une expertise et c'est essentiellement leur droit procédural. Mais à ce stade, ce n'est pas un motif pour qualifier le processus d'illégal, car ce qu'ils essaient de faire, c'est de contester l'existence d'un soupçon raisonnable quant à la commission présumée de l'acte par leur client, ce qui est une question à examiner et à résoudre selon une autre procédure judiciaire, possibilité qu'ils ont et auront naturellement, conformément au Code de procédure pénale. Les évaluations juridiques concernant les actions du comité d'enquête sont également très polarisées. D'une part, elles sont considérées comme un processus de procédure pénale normale mené dans le cadre de la loi. D'autre part, ces mêmes actions sont qualifiées de spectacles prémédités, motivés par des raisons politiques. Le système judiciaire est devenu un instrument de répression politique. Tout
a commencé hier lorsque des documents ont été diffusés par les réseaux sociaux dévoilant un plan visant à destituer Nicole Pachinian du pouvoir. Mais les membres du mouvement Lutte Sacrée affirment qu'ils n'ont aucun lien avec ces documents. Ils dénoncent une invention du pouvoir de Pachinian destinée à éliminer les dirigeants de l'opposition et à réduire au silence les citoyens aux opinions critiques. Les retours dans notre reportage. Un plan de coup d'État de l'opposition a été publié. Sur sa page Facebook, Vagn Alexanian a publié une vidéo présentant le plan d'action qui, étape par étape, devait mener à un changement de pouvoir, qualifié de coup d'État par les autorités. D'abord, cibler le Premier ministre. Il doit y avoir une phase de création d'agitation au sein de la société. Ensuite, il faut semer la méfiance envers le pouvoir. Une campagne de rumeurs doit être lancée. Selon Vagn Alexanian, d'après le plan publié sur civic.m, la prochaine étape serait que l'Église, sous la direction du Catholicos, que le député désigne par une périphrase désobligeante, déclare que le pouvoir n'a plus la bénédiction de l'Église. Le lendemain matin de la publication du prétendu plan de l'opposition sur la page du Premier ministre et de la vidéo de Vagn Alexanian, les perquisitions au domicile de plusieurs participants du mouvement de la lutte sacrée et leurs arrestations ont commencé. Les opposants affirment que la diffusion de ce faux plan de coup d'État avait pour but de préparer le terrain pour procéder aux arrestations. Pourquoi traitez-vous avec autant de sarcasme le travail d'une nuit de Vagn Alexanian? L'homme s'est assis une nuit, a écrit ses stupidités, les a imprimées, les a scannées, puis les a mis sur son site civic.mr. Les autorités ainsi que les organes d'enquête soutiennent que la révélation du plan a permis de prévenir de dangereux développements, mais les opposants qualifient les faits de mise en scène délibérée. Hier, on pensait que le plan de coup d'État était une fabrication intentionnelle de notre part. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'ils ont monté ce plan absurde pour pouvoir mener les perquisitions d'aujourd'hui. Parce qu'ils ont peur. Comme l'a dit l'archevêque, ils ont la peur au ventre. Selon le député d'opposition Garnick Danielian, ce plan est une histoire inventée de toutes pièces. Eux, dit-il, luttent depuis longtemps pour un changement de pouvoir. Ils auraient pu ajouter que l'archevêque a aussi participé à l'assassinat de Kennedy. Et pourquoi pas? Je n'ai pas d'ambition, c'est Nicole qui en a. Il y a un programme de changement de pouvoir depuis 7-8 ans. Vous ne le saviez pas? Le programme, c'est le changement de pouvoir. Face aux documents présentés par le pouvoir, les députés de l'opposition soulignent que de telles révélations, y compris sous forme d'enregistrements de conversations téléphoniques, peuvent être fabriquées en quelques minutes seulement grâce à l'intelligence artificielle. Des enregistrements pareils, des captures d'écran pareilles, je peux en faire au nom de n'importe qui. Il y a des sites internet accessibles où l'on peut faire tout ça. Aujourd'hui, avec l'aide de l'IA, tout est possible. Je peux rendre n'importe quoi public en quelques minutes. Je ne crois rien de tout ça. Ce sont toutes des affaires montées de toutes pièces. Nous avons tenté d'obtenir un commentaire supplémentaire de Vagn Alexanian au sujet des clarifications et des contre-accusations de l'opposition. Mais il a refusé toute explication additionnelle. Il a toutefois diffusé une communication dans laquelle il a abordé l'enregistrement en notant « Il devait verser de l'huile pour incendier le bus. Un bus dans lequel se trouvent des innocents, des femmes, des enfants. Simplement des gens au hasard. En quoi sont-ils différents d'Al-Qaïda ? Les opposants jugent absurde l'idée d'un changement de pouvoir par des voies anticonstitutionnelles, qui plus est à l'initiative d'un ecclésiaste ayant le rang d'archevêque. Au cours de ces 7 années, je n'ai jamais entendu parler de plan anticonstitutionnel, y compris dans le cadre de la lutte sacrée. L'archevêque Bagrat, un archevêque de l'Église apostolique arménienne, qui planifierait des actes de terrorisme, il doit y avoir une limite à l'absurdité, au marasme. Les commentaires autour du plan de coup d'État sont aux antipodes. Le pouvoir y voit une conspiration dangereuse pour l'État, tandis que l'opposition le qualifie de nouveau spectacle visant à exercer une pression politique. Hier, après la fuite de documents évoquant un prétendu coup d'État, l'épouse du Premier ministre Nicole Pachinian, Anna Hakopian, a publié un message sur Facebook. Et elle viserait selon toute vraisemblance le premier président de la République d'Arménie, Levon Ter-Petrosyan, qui avait plutôt qualifié Nicole Pachinian par la voix de son porte-parole de fléau destructeur de la nation. Anna Hakopian l'a qualifié de Merelizdachi, une expression particulièrement péjorative désignant une personne insignifiante, sans valeur, un reste dont personne ne veut.
mais je suis quelque peu contrarié. Je ne comprends pas. Pourquoi ce fléau destructeur de la nation et sa clique de sectaires avec lui n'est-il pas mentionné dans le plan de coup d'État? Les mauvais élèves de notre école appelaient les gens comme ça Mérilis Dachi. En d'autres termes, un avorton traître à la nation. Le guide spirituel de tous les avortons traîtres à la nation. Et autoproclamé de surcroît. Mon œil, un fléau destructeur de la nation, un pouce avant. Le premier président arménien a accueilli pour la deuxième fois un peu de temps le catholicos de tous les Arméniens. Selon le président El Petrosyan, Pachinian incarne la défaite. Il a honteusement perdu la guerre du Karabakh et il perdra assurément aussi la guerre qu'il a déclarée à l'Église apostolique arménienne. L'opposition parlementaire s'est exprimée officiellement, accusant le pouvoir d'avoir franchi toutes les lignes rouges. Le pouvoir en place a franchi toutes les limites de la loi et de la morale. Il a porté des coups hostiles à tous les piliers de notre État. La déclaration d'indépendance, la Constitution, l'armée, l'Église, la diaspora. Il a livré l'Artsakh. Par des méthodes insidieuses, il tente de réduire au silence les foyers de la résistance nationale. En dissimulant sa conduite criminelle, en détournant l'attention du public des menaces qui pèsent sur l'État arménien et en cherchant à se soustraire à sa responsabilité pour haute trahison, Nikol Pachinian se livre à un terrorisme flagrant contre le peuple arménien. Les arrestations illégales, les perquisitions et les détentions se poursuivent, selon les méthodes de la tyrannie. Des accusations montées de toutes pièces sont portées, tous les moyens de la terreur psychologique sont utilisés, le tout assorti de descriptions fallacieuses sur la préparation de crimes. Les agissements imputés aux figures de l'opposition nationale et à leurs partisans, ce pouvoir malfaisant pourrait les étendre à chaque membre de la République d'Arménie et de la diaspora arménienne soucieux de sa patrie. Dans ces circonstances, il revient à chaque digne fils et fille du peuple arménien de s'unir pour faire front contre la principale menace qui pèse aujourd'hui sur l'État arménien, le pouvoir en place. L'enjeu principal aujourd'hui est d'empêcher l'instauration définitive d'une tyrannie en Arménie, de les chasser du pouvoir, de leur faire rendre des comptes et de restaurer la dignité du pays et de la nation arménienne. Et il en sera ainsi, bientôt. À l'ère de l'intelligence artificielle, il est plus que jamais essentiel d'aborder toute vidéo ou enregistrement audio avec prudence et scepticisme. Il est désormais possible de falsifier non seulement la voix, mais aussi les expressions faciales de chacun d'entre nous. Je vous ai présenté la chronique du grand sujet du jour, mais je tiens à rappeler un principe fondamental. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie. Donc, pourquoi ces poursuites que l'opposition qualifie de politiques ont-elles commencé maintenant et non il y a un mois ou dans un mois? Lilith Mouradian s'est penchée sur les raisons de ce timing. Pourquoi maintenant? 5 jours après avoir, tout sourire, serré la main d'Erdogan à Istanbul et après leur rencontre à huis clos, la campagne contre l'Église est passée du stade des mots et des publications à celui des forces armées et des agents du SSN masqués. Est-il possible qu'il ne s'agisse pas simplement d'une affaire interne à l'Église, mais de la partie d'un plan plus vaste? La diplomate Dzunik Ajajanian répond par l'affirmative avec assurance et justifie sa position. Si vous avez suivi les scénarios des révolutions de couleur, une grande campagne est lancée contre les institutions piliers, en particulier celles à caractère religieux, et son but est de détruire ces piliers. Ces autorités servent un scénario turco-azerbaïdjanais conçu pour des objectifs occidentaux de longue portée. Nous avons déjà vu ce scénario à l'œuvre dès 2018, lors du mouvement Nouvelle Arménie, Nouveau Patriarche. Il faut comprendre que ce n'est pas le caprice d'une seule personne, ni une affaire de personnalité, mais que cela poursuit un objectif bien précis. Selon des informations de diverses sources du quotidien arménien Past, FET, Erdogan et Aliyev auraient fait comprendre à Pachinian qu'ils ne sont pas sûrs qu'il ait un avenir politique et qu'il soit capable de rester au pouvoir après les élections de l'année prochaine. Ils ont exigé de Pachinian des garanties sur sa capacité à être réélu et à se maintenir au pouvoir, faute de quoi la signature de quelques documents que ce soit pourrait être dénuée de sens. Selon le média, c'est précisément ce qui explique le fait que le jour de sa visite en Turquie, avant de rencontrer Erdogan, les forces de l'ordre ont procédé à des arrestations spectaculaires d'opposants, y compris des représentants de la lutte sacrée, afin de montrer à Erdogan qu'il maîtrise la situation. De telles manifestations ont eu lieu en Europe de l'Est, en Tchécoslovaquie, en Pologne, comme le faisaient les régimes communistes, à Cuba aussi, et ça continue. Là-bas, l'Église catholique est traitée comme un malade qu'on met en quarantaine. On tente de laïciser la société. Cela fait partie de la politique de la Turquie et de l'Azerbaïdjan envers l'Église.
Certains spécialistes comparent les événements en Arménie à ce qui s'est passé en Turquie en 2016. Juillet 2016 a changé l'histoire moderne de la Turquie. Un groupe de militaires a tenté un coup d'État et ce jour-là, le pouvoir a décrété que Fethullah Gülen, autrefois un maître spirituel respecté, symbole d'une perception éclairée de l'islam, était désormais l'ennemi de l'État. Erdogan a lancé une opération de nettoyage. Des dizaines de milliers d'enseignants, de juges, de journalistes et de militaires ont été licenciés, emprisonnés. Tout un système éducatif a été fermé. Car le pouvoir a compris que l'influence de Gülen était bien plus profonde que les chiffres ne le disaient. C'était une culture basée sur la foi, la discipline et une éducation structurée. Et cela n'a pas plu au pouvoir. Et maintenant, la Turquie redessine son influence dans la région brandissant le drapeau de la paix d'une main et l'arme de l'autre, parlant le langage de la force. Et si cette paix exige que l'Arménie renonce à son institution spirituelle, cette structure qui a forgé son identité pendant des siècles, est cette paix réelle? L'Arménie se trouve à un carrefour énergétique crucial alors que le gouvernement envisage la construction d'une nouvelle centrale nucléaire, soulevant des questions sur le coût de l'électricité et les investissements nécessaires. Le débat s'intensifie autour des choix stratégiques pour assurer l'avenir énergétique du pays, entre défis financiers, enjeux technologiques et potentiel croissant des énergies renouvelables. Comment l'Arménie prépare-t-elle sa transition énergétique? Nous faisons le point avec des experts du secteur. L'Arménie est prête à construire une nouvelle centrale nucléaire, mais le tarif de son électricité sera plus élevé que celui de la centrale actuelle de Metsamor, car le prix tiendra compte des investissements importants. Le gouvernement privilégie la construction de petites centrales, mais leur efficacité n'est pas encore établie. D'abord, posons la question. Une nouvelle unité de production sera-t-elle construite? Je ne pense pas que la construction d'une nouvelle unité soit possible dans un avenir proche. Il est vrai que des discussions ont lieu, divers responsables politiques ont évoqué à différents moments l'idée de faire venir une unité de production américaine dite modulaire. Mais je ne pense pas, du moins à l'heure actuelle, je peux l'affirmer avec certitude, qu'il n'y ait rien d'autre que des paroles en l'air. C'est-à-dire qu'aucun processus sérieux n'a été engagé dans cette direction. Bien qu'aucune décision finale n'ait encore été prise, l'importance stratégique de l'énergie nucléaire est incontestable. La construction d'une nouvelle centrale ou la modernisation de la centrale existante sont encore en phase de discussion. Il n'y a pas encore de décision finale sur la voie que l'Arménie empruntera. Mais la nécessité même d'une centrale nucléaire n'est pas sujette à débat. Il faut sans aucun doute la centrale la plus efficace, car elle revêt une importance stratégique rare. Même si le coût d'un projet d'investissement d'envergure entraîne une hausse du prix de l'électricité, c'est un prix à payer qui, je pense, est justifié. Selon l'expert Armen Manvelian, du moins en ce qui concerne la partie américaine, aucun projet de ce type n'est sur la table. Il y a certaines propositions de la part de la Russie qui proposent une unité de production dite classique, d'une puissance de 1200 MW, mais on ne sait pas si le gouvernement acceptera ce projet ou non. Toutes les sources qui produisent de l'énergie, tout cela est acheté par les réseaux électriques d'Arménie. C'est le réseau électrique qui fixe le prix, achète et revend. Tout est mélangé dans le réseau et vendu à un prix unifié. Évidemment, il achète à des prix différents. À l'heure actuelle, en Arménie, c'est la centrale nucléaire qui produit l'électricité la moins chère. Si une nouvelle construite, il est clair que le prix de l'électricité de cette seule centrale devrait être plus élevé, car cela nécessite un investissement assez conséquent. Mais c'est un problème pour un avenir un peu plus lointain. Selon Emil Stepanian, le tarif de l'électricité dépend d'une dizaine de facteurs, notamment les fluctuations du taux de change, le service des prêts, la réduction des pertes de distribution des REA, qui peuvent neutraliser les coûts d'investissement ou même faire baisser le prix. Les changements dans les centrales de production et chez les acteurs du marché influencent également le tarif. Plus de la moitié du tarif, pour ainsi dire, n'est pas lié à la production même de l'électricité. Ce sont les tarifs des structures de services et plusieurs autres facteurs. Même un changement dans la structure de la production et de la consommation peut également avoir un impact positif ou négatif sur les tarifs. La nationalisation des REA est une décision politique sans fondement économique, car l'entreprise ne génère pas de revenus mais nécessite des investissements constants. Le réseau électrique est un système qui s'use rapidement et son entretien exige des investissements financiers continus. Selon Armen Manvelian, si l'État procède à l'expropriation du bien d'autrui, alors la question se pose, qui va faire ces investissements ? Ils seront contraints soit de prendre de nouveaux prêts, à nos frais, soit d'essayer de le vendre à quelqu'un d'autre. Mais je peux vous assurer que quiconque décidera d'acheter les REA, ce qui est une tâche complexe, la première exigence qu'il posera sera l'augmentation des tarifs. Selon le spécialiste, l'électricité des centrales solaires et des petites centrales hydroélectriques est actuellement la plus chère par kilowattheure, mais les REA font la moyenne des prix pour vendre à un tarif unifié. Par conséquent, nous, les consommateurs, ne ressentons pas cette différence de prix. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 25 juin. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. Prenez soin de vous. À très vite.